Épisode 21 du 4 février 2026. Bonjour tout le monde, Carlo Cuccaro avec vous encore cette semaine. Très heureux de vous retrouver. Cette semaine, on a un épisode chargé. On parle de l'impact des réseaux sociaux sur nos jeunes, entre autres au niveau des courants masculinistes, d'intolérance envers l'homosexualité ou la communauté LGBTQ, même de misogynie en ligne et comment ça influence nos jeunes. Notre co-animateur Simon Duguay, enseignant au secondaire et spécialiste des technologies, va nous parler du fonctionnement de ces algorithmes-là et de l'impact que ça a en classe et comment intervenir auprès de nos jeunes pour éviter d'aller dans des mauvaises directions par rapport à ces courants un peu plus toxiques-là. On a notre revue de l'actualité, évidemment, tout de suite après. Et en dernière partie, une entrevue avec le directeur général du Centre de services scolaires des Mille-Îles, Roch-André Malo, qui nous explique leur décision d'abandonner les notes dans les critères de sélection pour les programmes particuliers au secondaire. Vous êtes prêts? On commence ça maintenant. 4 nouvelles ont attiré mon attention cette semaine dans la revue de l'actualité éducative. Tout d'abord, via la page Facebook de la geek de service, Alexandra Coutelet, elle parle d'un sondage réalisé auprès de jeunes de 13 à 19 ans. C'est sur edweek.org, que je trouve vraiment intéressant parce que les jeunes ont parlé de ce qui les motivait quand il vient le temps de parler de travaux scolaires. Et une bonne proportion d'entre eux, 35%, disent que d'avoir la possibilité de refaire un travail quand il n'est pas réussi, les motive. 29% ont dit que c'était quand les travaux sont en lien avec leurs intérêts. Un autre 29% en lien avec l'humour ou le jeu. Et un autre 29% pour des expériences plus... j'allais dire main sur touche, là, mais hands-on, donc des activités concrètes, autres que seulement théoriques, vont les motiver. Et le 35% qui dit que la possibilité de refaire des travaux les motive, je trouve ça intéressant parce que ça permet d'augmenter leur sens des responsabilités liées à la note et liées aux erreurs qu'ils commettent en pouvant reprendre l'épreuve ou le travail, développer aussi une mentalité de travail, justement, travailler plus fort et mieux pour augmenter les résultats et la qualité des travaux. Je trouve ça vraiment intéressant. Évidemment, d'un point de vue éducatif, les enseignants, les éducateurs ils voient des objections, des inconvénients, pas qu'ils sont contre, mais l'idée c'est que c'est plus de travail. C'est peut-être aussi un petit peu injuste, peut-être pour les autres élèves qui ne vont pas reprendre leur travail. Moi, je veux simplement dire, j'aime cette idée-là dans le concept où ce qu'on veut, c'est qu'un enfant apprenne. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit en mesure de maîtriser le savoir ou le savoir-faire. Que ça prenne une fois ou deux fois ou trois fois reprendre un travail, c'est pas grave. À la fin, s'il le sait, il le sait. Et c'est ça le but de l'école. Le but de l'école, c'est pas seulement d'évaluer, c'est d'amener nos jeunes à la réussite. Et ça, c'est une façon de les amener à la réussite. Évidemment, il faut trouver une façon de le faire juste équitable pour les autres. Mais j'aime l'idée, j'aime le concept à tout le moins. Une deuxième nouvelle sur l'intelligence artificielle sur radiocanada.ca, un article de Fanny Bussière-McNichol sur un sondage sur l'utilisation de l'IA à l'université. Et ce qu'on y apprend, en fait, c'est deux trucs, là. Il y a plein de choses, mais 76% des jeunes, des étudiants universitaires ont indiqué utiliser l'IA pour leurs études. Donc, 76%, le trois quarts. Sûrement que ça va être rendu à 90% l'an prochain. Là. Ça augmente énormément. 31% avouent utiliser l'IA de manière contraire aux règles. Donc, 1 sur 3, c'est beaucoup. Ma réflexion, il faut mettre à jour les règles. Je dis pas qu'il faut libérer l'IA puis permettre l'IA tout le temps, mais il faut mettre à jour les règles. Il faut le faire en continu parce que l'intelligence artificielle fait partie de nos vies, va faire encore plus partie de nos vies demain. Les jeunes sur le marché du travail, peu importe leur domaine universitaire, vont utiliser l'IA. Donc, l'IA doit être intégrée au cursus universitaire de façon à permettre à nos jeunes d'apprendre, de développer leur cerveau, d'éviter la paresse, mais en fait de les amener plus loin que sans l'IA. C'est un mandat très difficile, c'est pas simple, qui va être en constante mouvance, mais ça m'apparaît essentiel. Troisième nouvelle, en France, les députés ont voté l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. On a vu en Australie, ça a été fait aussi. Donc là, c'est la France qui jouait le mouvement. Moi, je dis bravo. On ne peut pas penser que les entreprises en général, mais encore moins les entreprises technologiques, font ce qui est bien pour nos jeunes. Ils font ce qui est bien pour leur portefeuille. Nos jeunes deviennent des appâts à publicité. Les entreprises font énormément d'argent sur le dos de nos jeunes avec énormément de conséquences négatives pour nos jeunes. C'est le devoir de la société et des élus que de réguler les entreprises et les entreprises technologiques, entre autres. Donc, je dis bravo. Clairement, les entreprises technologiques ont pas trouvé, en fait, ont profité
de ça, de cette lenteur bureaucratique-là et de l'attrait de leurs produits pour faire de l'argent sur le dos de nos jeunes. Puis on peut pas permettre ça de cette façon-là, à tout le moins. Donc, je salue cette nouvelle-là. Clairement, il y a des ajustements à apporter un peu partout dans le monde. Et encore là, ça va être en continu. Mais il commence à avoir de la réaction face aux entreprises technologiques, aux écrans et à l'impact que ça a sur notre jeunesse. Et même sur les adultes. Autre nouvelle, au centre de services scolaires des Mille-Îles, on en a parlé il y a 2 semaines. Ils ont abandonné pour la prochaine année scolaire l'utilisation des notes dans leurs critères de sélection pour les programmes particuliers au secondaire. Une décision que j'ai saluée. Je trouve ça très intéressant. Évidemment, les jeunes qui ont des difficultés scolaires ont aussi droit d'avoir des projets particuliers. On a une réaction de la part du personnel scolaire ici, dans un article de La Presse, sous la plume de Mélanie Marquis, sur le fait qu'en fait, des enseignants, entre autres, le personnel, s'inquiètent de ça. S'inquiètent en fait d'avoir des élèves qui ont peut-être plus de difficultés scolaires dans les programmes particuliers où parfois il y a moins de cours dans les disciplines de base là, comme le français et les mathématiques. Je trouve la nouvelle vraiment intéressante parce que autant j'ai salué cette décision-là il y a 2 semaines, autant cette réticence-là, elle fait du sens. On peut comprendre les gens d'être inquiets. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on reçoit en entrevue cette semaine Roch-André Malo, qui est le directeur général du Centre de services scolaires des Mille-Îles, pour parler de cette décision-là. Et on aborde aussi la réticence du personnel scolaire. Donc, restez à l'écoute pour la 3e partie de l'épisode. Dernière nouvelle, ça va être mon étoile de la semaine cette semaine, parce que j'aime beaucoup cette nouvelle-là. Au Centre de services scolaires des Affluents et des Samars, il y a un nouveau programme universitaire avec l'Université du Québec à Trois-Rivières qui est une maîtrise qualifiante pour les enseignants non légalement qualifiés. J'aime pas beaucoup le concept des maîtrises qualifiantes ou des formations écourtées qui donnent droit à un brevet d'enseignement. J'ai toujours l'impression qu'on forme moins nos enseignants. Là. Je pense pas que c'est la voie du futur. Cela dit, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est difficile pour les gens à l'emploi d'un centre de service scolaire ou d'une école qui travaille 5 jours semaine, en plus de s'inscrire à une formation universitaire. Parce que le temps manque, il y a des obligations familiales. C'est rare que les enseignants non légalement qualifiés ont 20 ans. Souvent, ils ont 25, 30, 35, 40 ans. C'est souvent une 2e, 3e carrière. Et là, l'Université du Québec à Trois-Rivières déplace ses professeurs dans les locaux du centre de service scolaire pour enseigner aux étudiants à la maîtrise qualifiante. Et ces étudiants-là, qui sont aussi des enseignants rémunérés par le centre de service scolaire, ont droit à des libérations rémunérées pour suivre la formation. C'est probablement une façon très dynamique et moderne de former des gens qui ont besoin de formation et de compenser pour les enjeux traditionnels de l'éducation universitaire où il faut se déplacer un cours du samedi ou les soirs alors que la vie est pleine pour tout le monde, surtout pour ces enseignants non légalement qualifiés-là qui ont souvent des familles, comme je le disais. Donc, bravo! C'est innovant. J'aime ça. C'est rare que le milieu universitaire est très innovant. C'est rare que les centres de services scolaires aussi sont très innovants au niveau de la structure du travail puis l'organisation du travail. Je leur donne mon étoile de la semaine. On a longtemps pensé que l'égalité des genres était un acquis dans nos écoles, mais pourtant une étude de l'Association of School and College Leaders vient de démontrer qu'en quelques jours à peine, l'algorithme de TikTok peut quadrupler le contenu misogyne sur le fil d'un adolescent. Puis au Québec, le rapport RAPS sur la polarisation sociale nous dit qu'un élève sur 3 adhère désormais à des thèses masculinistes. Est-ce qu'on est en train de perdre une génération de garçons au profit d'influenceurs comme Andrew Tate? C'est la question que je pose à Simon Duguay, enseignant au secondaire et conférencier en technologie éducative. Salut Simon. Bonjour. Simon, c'est une grosse question, là, c'est un peu intense pour commencer, mais est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire grâce ou à cause des algorithmes influencer négativement nos garçons? Ben, je veux revenir un peu sur comment ça se passe, parce que ce qu'il faut savoir, là, c'est que pour que des jeunes tombent sur des contenus masculinistes, il y a des études qui s'intéressent beaucoup sur le sujet. Souvent, c'est pas un jeune qui va chercher Andrew Tate sur YouTube qui va finir par tomber sur Andrew Tate. Ceux qui le cherchent, ils vont y arriver. Mais souvent, ça va être des jeunes qui vont chercher sur 3 sujets particuliers. L'argent, l'entraînement physique, les relations avec les femmes. Souvent, pour les jeunes, ça va plus être l'entraînement physique. Ils vont chercher des vidéos sur comment faire de la meilleure musculation, comment gagner de la masse musculaire, des choses comme ça. Quelque chose qui est tout à fait banal. Puis, je veux dire, un jeune qui veut mieux s'entraîner. Oui, et même positif. Oui, il y a plein de bonnes vidéos qui vont tomber là-dessus. C'est juste que
dans les contenus rapides, les shorts sur YouTube, l'algorithme, comment il fonctionne, c'est qu'il va faire des liens entre certains centres d'intérêt et ce qui a été démontré, c'est que des jeunes qui vont faire des recherches sur, entre autres, l'entraînement physique, va relativement assez rapidement tomber sur du contenu qu'on pourrait qualifier comme étant misogyne ou du moins menant vers ça tranquillement. Puis c'est pas, j'écoute une vidéo sur comment bien faire des push-ups, puis après ça, j'ai Andrew Tate qui m'explique comment devrait être une femme. Là, on n'est pas là, c'est quelque chose qui est progressif, mais qui arrive relativement rapidement. Puis pourquoi est-ce que je prends le temps de l'expliquer? Ben, c'est sûr qu'un jeune qui cherche des vidéos de science ou des vidéos sur comment faire un dessin tombera pas sur ce genre de choses-là. Fait que c'est sûr que ça va dépendre de ce que le jeune va consommer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'après ça, est-ce qu'on est en train de perdre une génération complète? Je penserais pas. Dans le sens que, oui, c'est quand même quelque chose de préoccupant auquel il faut faire attention. Puis je pense qu'on a des questions comme société à se poser par rapport à ça. Mais maintenant, être un homme, il y a plein de manières d'être un homme. Puis même en étant adolescent, c'est pas tous les gars qui vont aller chercher ça. Il y a probablement plein de gars qui vont voir ces vidéos-là, vont juste les passer, puis à un moment donné, l'algorithme va comprendre que ça les intéresse pas, puis ils seront pas embarqués là-dedans non plus. Puis tous ceux qui vont chercher des vidéos sur les, je sais pas moi, sur les jeux vidéo, sur juste des matchs de soccer, des affaires de même, tomberont pas sur ce contenu-là. Fait que c'est pour ça que je veux pas tomber dans la généralisation puis dire que tous nos adolescents sont ci ou sont ça. Il y a plein de manières différentes d'être un ado, il y a plein de manières différentes d'être un homme. C'est ce qui se reflète dans les classes aussi. En même temps, c'est super. Merci beaucoup pour l'explication parce que ça nous permet de mieux comprendre. Mais tu l'as dit, là, tu sais, des recherches sur l'activité physique, ben c'est positif. Moi, je trouve ça le fun quand mes gars recherchent là-dessus. Mais si c'est un chemin, là, tu sais, c'est un chemin quasi direct vers du contenu masculiniste. Puis souvent, tu sais, ces influenceurs-là, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, ou en tout cas qui font semblant d'avoir beaucoup d'argent, qui ont des belles autos. Donc, il y a du bling-bling qui attire les jeunes. Tu sais, les jeunes l'argent est souvent une motivation importante pour eux de posséder des choses puis de se voir dans une vie future. À la maison, en classe, on peut pas juste laisser faire ça en se disant si ça l'intéresse pas, il va passer. Parce que la réalité, c'est que l'algorithme des YouTube Shorts ou des TikTok peut être vraiment intense. Tu peux en voir beaucoup, puis c'est insidieux là, comme démarche. Oui, effectivement, mais je pense que autant comme enseignant que comme parent, il y a deux choses sur lesquelles on peut travailler. On peut travailler à déconstruire ça en amont, en éduquant nos jeunes sur le fonctionnement des algorithmes, puis sur un peu cette réalité-là. Puis après ça, on peut avoir un discours qui est quand même bienveillant, plein d'ouverture pour essayer de recadrer les choses sans avoir l'air trop contre ça. Je m'explique. Souvent, là, justement, comme tu le dis, là, ils ont l'air d'avoir du bling-bling, ils en ont pas vraiment. Cette réalité-là, faire comprendre aux jeunes que c'est pas parce qu'ils voient quelque chose que c'est ça forcément. Leur montrer que, souvent, là, il y a l'air d'avoir une belle pièce, là, mais probablement que tous les beaux meubles sont mis dans un coin en particulier, arrangés d'une certaine manière pour que l'angle de la caméra prenne juste ça. Ça se montre en anglais, des behind the scenes, là, des endroits où on voit ça. Fait que d'amener le jeune à comprendre que c'est pas parce qu'il voit quelque chose, d'amener le jeune à comprendre que l'algorithme fonctionne sur des choses qui sont polarisantes. Fait que d'y faire comprendre que, c'est sûr que les personnes vont dire des énormités. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va attirer des vues, c'est ça qui va attirer du monde. C'est pas forcément ce qu'ils pensent, puis même s'ils pensent, ils prennent les pires affaires parce qu'ils savent que c'est ça qui va pogner. Fait un jeune qui est sensibilisé à tout ça va avoir un regard qui est probablement beaucoup plus critique. Puis au même titre que quand un enfant a 6 ans, on lui explique que c'est pas parce que dans un film de super-héros, il est capable de voler dans les airs que c'est la vraie vie. Ben, je pense que ça peut se faire la même chose pour le contenu qu'on va voir sur YouTube, et ça dès qu'ils sont jeunes. Et à partir du moment où est-ce que les jeunes voient ce contenu-là, puis que comme parents, on se rend compte qu'ils font des recherches là-dessus, ben je pense que c'est d'avoir une oreille bienveillante puis d'en discuter avec eux. Pas d'être dans un mode fais attention. Ben on peut les sensibiliser, mais comme d'être bienveillant, les laisser explorer, mais les recadrer si jamais le besoin est nécessaire. Tu sais, de leur dire, j'ai vu que tu as vu tel genre de, tu vois tel genre de vidéo. J'ai entendu dans les nouvelles que des fois, cet influenceur-là, ou des fois, il y a des influenceurs qui disent des choses de même. Est-ce que ça te rejoint, ça? Est-ce que tu sens? Fait que c'est d'avoir cette discussion-là, parce que le but, c'est de garder le canal de communication ouvert avec l'enfant là-dessus. Fait qu'on veut pas trop avoir de l'air contre ça, même si on l'est. C'est d'écouter, puis de l'amener le jeune à se questionner lui-même pour qu'il puisse développer son esprit critique. OK. Est-ce que toi, tu enseignes au secondaire, là, dans une école secondaire à Québec. Il y a certains sondages là, un peu partout dans le monde, au Québec et ailleurs, là, qui montrent que les enseignants et enseignantes sont un peu plus préoccupés par la montée d'un discours masculiniste. Tu sais, des fois, des commentaires
d'élèves sur la place des femmes là, qui est à la maison. Puis on le voit même, à tout le monde en parle. Il y a des entrevues avec des... comment ils les appellent déjà? C'est les hommes, là, tu sais, qui... Les mâles alpha? Ouais, les mâles alpha, puis ceux qui disent que tu sais, il y a toujours souvent un fondement religieux, là, tu sais, la place de la femme, c'est à la maison à faire des enfants, puis à faire le repas, puis l'homme, lui, il fait de l'argent. J'ai 2 questions pour toi. Est-ce que c'est une inquiétude dans ton milieu? Est-ce que tu as déjà eu, tu sais, un élève, là, tu sais, qui lève la main puis qui dit, la place des femmes, justement, c'est à la maison, puis les hommes, c'est à eux autres à faire l'argent. Est-ce que c'est un constat que tu fais dans ton milieu? Est-ce que j'ai un élève qui va se lever dans la classe pour dire ça? Pas du tout. Ben, tu sais, évidemment pas hors contexte, mais tu sais, une revue de l'actualité ou tu sais, j'en ai entendu, un commentaire qui sort de même. j'en ai entendu parler dans les médias, dans les choses comme ça. C'est sûr que moi, je suis en secondaire 1, hein? Fait que je suis un peu loin de ces discours-là. Secondaire 1, c'est quasiment comme des élèves de 5e, 6e année primaire. Oui, là, c'est ça. Là, je veux dire, aux États-Unis, c'est la 7e année. Là. Fait que c'est un peu la continuité. Fait que c'est sûr que moi, je suis un peu loin de ça. Est-ce que ça me préoccupe? Oui, parce que je vois ce qui se passe dans la société, puis c'est quelque chose qui m'inquiète. Mais puis c'est quelque chose que je peux agir en classe parce que moi, j'éduque sur l'informatique. Fait que tu sais, on parle d'algorithmes, on parle de comment ça fonctionne, on parle de qu'est-ce qui amène le contenu, c'est quoi les discours en ligne, pourquoi ça pogne. Fait que on a toute cette discussion-là. Je fais cette éducation-là quand même, sans forcément que j'ai un élève qui se lève dans la classe pour dire des énormités sexistes, parce que je pense qu'on a un travail préventif à faire. Mais Simon, tu ferais quoi si aujourd'hui en classe, tu as un élève puis tu sais, qui cherche pas à provoquer, là, mais qui a entendu des choses à la maison, peut-être en lien avec la religion, peut-être en lien avec l'algorithme TikTok, YouTube, puis qui dit, mais moi, je pense que les femmes, là, c'est mieux à la maison, puis les hommes, on devrait travailler, ou les femmes, ben, ils ont une certaine forme d'intelligence, mais les hommes, c'est différent, puis j'ai déjà entendu ça, moi, à gauche et à droite. Tu réponds quoi à ça comme pédagogue? Dans l'écoute, le respect, puis en même temps, dans une transmission de valeurs communes peut-être un peu plus acceptable? Mais je pense que la réponse, c'est ça dépend. Est-ce que le jeune pose une question qui est légitime dans le sens qu'il se questionne là-dessus et il veut exprimer son opinion? Puis il faut pas oublier que des fois, des jeunes, ils vont exprimer ça d'une manière qui est un peu maladroite, là. Fait que, tu sais, est-ce que c'est plus le jeune se pose une question, veut avoir une discussion là-dessus, ou le jeune veut provoquer? C'est 2 angles différents. La question, c'est sûr que c'est sûr que ça pourrait se répondre en fonction de justement de valeurs, ça pourrait se répondre en fonction de statistiques. Tu sais, les femmes sont pas moins intelligentes que les hommes, sont pas. Je veux dire, fait que ça, il peut y avoir une éducation qui est faite avec ça, que ce soit basé sur la science. Du côté égalité homme-femme, ou que ce soit basé sur les valeurs pour dire que nous, tu sais, dans notre société, comment on fonctionne, c'est que les femmes peuvent faire ci. Avant, c'était comme ça. Il y avait ces enjeux-là, les femmes se sentaient brimées. Maintenant, il s'est passé tel événement. Maintenant, on est rendu comme ça. Fait que je pense qu'il y a une éducation à faire. Je pense que si le jeune, son intention, c'est de provoquer, c'est de pas y laisser la place pour ça. Fait que moi, je ferais juste comme recadrer en une phrase, j'arrêterais la conversation, puis si le jeune veut s'obstiner, je lui demanderais de sortir de la classe ou quelque chose comme ça. Parce que le but, c'est pas forcément... Si c'est pas le temps, si c'est pas le moment, si c'est pas une question là-dessus, puis si c'est dit de manière à provoquer, je pense que c'est quelque chose qui peut se dire. Hey, présentement, on est en train d'avoir un débat. Toi, ce que tu dis présentement, c'est plus pour provoquer. C'est pas la place pour ça. Si tu veux continuer, tu continueras pas, sort. En passant, le groupe, sachez que, puis là, on peut recadrer par rapport à l'information qui a été dit. Ouais. Même là, je suis pas un intervenant spécialisé là-dedans. Là, peut-être qu'il y aurait quelqu'un de plus pertinent que moi pour dire ça, mais je pense que ce serait la manière logique à répondre par rapport à ça. OK. Puis pour terminer sur le cas des garçons, là, puis les idées un peu plus masculinistes, il y a quand même un débat dans la société qui est là, à savoir est-ce que l'école est vraiment adaptée à la réalité des garçons. On en parle beaucoup, on en parle souvent dans le balado. Moi, je suis papa de 3 garçons. Je sens pas globalement que l'école primaire est faite pour les garçons. Là. C'est principalement des femmes. On brime un petit peu les comportements un peu plus masculins, là, qui sont plus extériorisés, autant au niveau verbal que physique. Dans le cours d'école, on peut pas jouer au roi de la montagne. C'est des anecdotes, puis j'exagère, mais en même temps, c'est là, tu sais. Puis les garçons, ils se font plus taper, ils se font plus chicaner par leur comportement que les filles qui vont peut-être plus pleurer ou plus intérioriser leurs émotions. C'est pas tous les gars qui sont comme ça, c'est pas toutes les filles qui sont comme ça, mais quand même, je pense que les gens comprennent ce que je veux dire. Toi, là, qui es pédagogue au secondaire, est-ce que tu sens que l'école est bien adaptée à la réalité biologique de nos garçons? C'est une question qui est complexe. J'aurais tendance à séparer ça sur le scolaire puis sur le parascolaire. T'sais, nous, mettons, à notre école, on est chanceux. On est une grosse école, ce qui veut dire qu'on a un gros bassin d'élèves, donc on peut offrir des activités qui sont variées. À notre école, là, un jeune qui soit le matin, sur l'heure du dîner, le soir, ou 2 de ces 3 moments-là, ou 3 de ces moments-là, veut
faire du sport, veut faire du basket, du volleyball, de la natation, veut faire du patin, veut faire de la course, veut faire à peu près tous les sports name it, là, on a des entraînements pour ça. Un jeune qui est un petit peu plus artistique, on a des midis pour les arts, on a un band, on a un truc jazz, on a du chant. Les personnes qui sont un peu plus, je sais pas moi, geek, on a un club de Donjons Dragons, on a des clubs d'informatique, d'impression 3D. Fait qu'on a vraiment des activités qui essaient de répondre à tous les intérêts différents des jeunes. On a même des enseignants qui ont commencé à ouvrir les gyms le matin puis pendant les pauses. Fait qu'un jeune là, qui entre la première puis la deuxième période, on a 15 minutes, là, tu vas aller tirer 3-4 ballons, ou encore le matin, tu es arrivé un petit peu plus tôt, tu vas aller courir dans un gymnase, faire du basket, des choses comme ça. Il y a des profs là, qui se mobilisent pour ouvrir ça. Fait que nos jeunes qui veulent bouger, ben ils peuvent quand même, en créant des activités comme ça, je pense que ça permet justement aux gars qui ont besoin de bouger ou qui sont plus artistiques ou qui sont plus intello de trouver ce qu'ils veulent faire puis de pouvoir s'occuper puis se dépasser dans ces passions-là. Fait que ça, je pense que c'est un modèle qui est positif pour les gars, peu importe le profil qu'ils ont, pour qu'ils soient capables de s'intéresser à l'école. Puis c'est des choses qui les gardent vraiment accrochés. Tu sais, nous, on a différents profils à notre école, là. Fait qu'on a les concentrations basket, on a concentration multisport où ils vont faire des sorties une fois en golf, du ultimate frisbee, du laser tag, du ci, puis du ça. Il y a des filles aussi dans ce programme-là, bien évidemment. Mais tu sais, on a plein de profils différents. Fait que les gars sont capables de choisir là-dedans. Puis après ça, ben dans les cours, c'est sûr que ça va dépendre de notre gestion de classe, c'est sûr que ça va dépendre. Des fois, je pense que comme enseignant, on peut se laisser la permission de dire à un élève, écoute, veux-tu aller prendre une gorgée d'eau, là, tu sais, t'as besoin, tu sais, va un aller-retour, là, puis reviens, puis ça va être correct. Puis, fait que je pense qu'on a des questions à se poser là-dessus. Je pense que c'est une discussion qui est pas malsaine à avoir comme équipe, dans le sens que discuter, hey, comment est-ce qu'on adapte nos choses, tu sais, à cette réalité-là, parce qu'on veut que notre école soit ouverte à tout le monde. Mais je pense pas que l'école est pas adaptée aux jeunes. Est-ce qu'on a des choses qu'on peut faire? Oui. Mais est-ce qu'il y a des beaux modèles un peu partout dans la province? Tu sais, il y a plein d'écoles là, qui ont des concentrations spécifiques, des programmes avec des classes extérieures, des affaires de même. Fait que je pense qu'on a plein de beaux modèles positifs qui vaudraient la peine qu'on mette de l'avant pour qu'il y ait plus de milieux qui s'en inspirent. OK. Le dernier bloc avec toi, j'aimerais ça qu'on parle de tout ce qui touche l'homophobie, les commentaires négatifs ou les manifestations négatives qu'on peut voir chez les jeunes par rapport à ça. On sent un recul, non, je veux dire, on sent un recul de l'acceptation de l'homosexualité. Je dirais pas jusque-là, je pense qu'il y a une hausse des commentaires négatifs puis des manifestations négatives liées à l'homophobie puis à la communauté LGBTQ+. On a atteint c'est comme si on a une forme de régression, j'ai l'impression, là, dans les dernières années. Comment t'expliques cette situation-là en 2025-2026 au Québec? Ce qui est un peu paradoxal, c'est que je le vois dans les rapports que c'est en augmentation. J'en entends parler, mais je le vois pas dans ma classe parce que j'ai aucun élève qui a aussi passé un commentaire dans mon cours, ou presque, dans le sens que, tu sais, moi, je veux dire, je suis ouvertement homosexuel, puis je veux dire, les élèves le savent probablement par la bande, tu sais, c'est pas que j'ai pas fait une présentation là-dessus, là, mais je veux dire, c'est un fait qui est connu. Fait j'oserais croire que les jeunes se gardent une petite réserve dans ma classe parce que je n'ai rien entendu, là. Fait que, tu sais, j'en entends parler. Moi, je le vois pas dans ma classe. Qu'est-ce que les jeunes se disent entre eux dans les corridors? Ça, je le sais pas. Parce que j'étais un enseignant. Fait qu'encore une fois, j'imagine qu'ils se gardent une petite gêne quand il y a un prof qui est proche qui passe pendant les pauses. Fait que c'est sûr que c'est un phénomène que je constate sur papier. Que j'ai déjà entendu des élèves me dire, ah, tu sais, j'ai entendu des commentaires ou des choses comme ça, mais que je vois pas dans ma classe. Fait que pour répondre à la question, oui, on constate une augmentation dans la société. Ouais. Moi, est-ce que ça fait que j'ai un climat homophobe dans ma classe? Pas du tout, mais en même temps, je pense que je mets des éléments nécessaires en place par ma personne, mais par mon ouverture au sujet. Puis des fois, on traite de ce sujet-là, soit dans l'actualité ou quand on parle d'algorithmes, justement, on aborde un petit peu ça aussi. Fait que je pense que c'est des choses qui peuvent aider à mettre en place un climat sain. Puis tu l'as dit, tu enseignes dans une grande polyvalente. Est-ce que c'est un sujet qui est discuté une fois de temps en temps en équipe école ou même pas parce que ça semble pas être un enjeu, tu sais, que ce soit dans les commentaires entendus dans les corridors ou peut-être les sondages que vous faites passer aux jeunes, c'est juste pas une réalité qui est soulevée parce que c'est pas nommé, c'est pas un problème ou vous en discutez des fois? On a un comité allié qui est quand même mobilisé, là. Fait qu'on a du personnel, qu'on a comme un comité un peu pour les profs, mais on a aussi des activités avec les élèves. On organise une semaine de lutte à l'homophobie et la transphobie une fois par année dans laquelle il y a des activités dans toute l'école. Ça arrive qu'on s'en jase parce qu'on veut être un milieu bienveillant par rapport à ça. Puis oui, c'est déjà des discussions qu'on a eues.
C'est sûr que je nous trouve très proactifs par rapport à ça parce qu'on a un comité avec des profs qui sont mobilisés. On a des jeunes qui sont mobilisés, on affiche, on fait un concours d'affiches une fois par année. Là, il y a des prix, fait que les jeunes peuvent faire des affiches pour lutter contre l'homophobie, qu'on fait imprimer en gros, qu'on affiche. Fait que des textes aussi engagés là-dessus. Fait qu'on met en place plusieurs activités, là, autant pour les élèves que des discussions entre nous, entre profs, pour essayer d'améliorer ce climat-là. Puis est-ce que tu sens que ça fait une différence, ces semaines-là thématiques? Est-ce que tu sens que c'est... Parce qu'il y a un côté de moi, puis là, je pose la question de façon très, très naïve, mais il y a un côté de moi qui... C'est un peu comme la semaine de valorisation des enseignants ou, tu sais, qu'on a au niveau national. Je trouve que c'est juste du vent, là. C'est une façon d'en parler, mais que... Je sais pas. Il y a quelque chose de très politique derrière ça. Ces semaines-là thématiques dans une école, à quel point tu penses que ça a un impact, petit ou grand, pour sensibiliser les jeunes? Ben, nous, c'est beaucoup de visibilité. Puis comme on a beaucoup de jeunes qui sont impliqués là-dedans, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui se passent. Tu sais, cette semaine-là, on a un midi que c'est un rallye dans l'école, qu'il y a plein d'élèves qui participent. Fait que les autres veulent pas voir le rallye, même s'ils veulent pas participer, tu sais, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des midis dans lesquels on va ouvrir une salle dans laquelle le monde peut aller se mettre du vernis à ongles s'ils veulent, de toutes les couleurs. Puis là, il y a plein de monde embarque là-dedans. Fait que là, il y a plein, autant des filles qu'il y a des gars qui finissent avec les doigts colorés. Ça aussi, ça envoie un certain message. On a aussi un midi dans lequel, du moins l'an passé, là où il y avait de la musique, puis le monde pouvait venir danser. Ça avait attiré beaucoup de monde aussi. Fait que, comme les élèves sont mobilisés, ça l'envoie un certain message. Je pense que c'est positif. Parce que c'est pas juste on affiche une affiche puis on en parle à l'intercom. Il y a des choses qui se passent. Les élèves qui veulent le faire participent. Ceux qui veulent pas participer, participent pas, mais voient bien qu'il se passe quelque chose. Oui, je comprends. Il y a un effet de groupe, un effet d'entraînement que même ceux qui participent pas voient qu'il y a un mouvement qui va dans une direction intéressante et positive. Là. Simon Duguay, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour parler de ces courants plus négatifs, mais surtout de l'approche positive pour essayer d'y faire face puis d'amener nos jeunes dans une direction intéressante pour leur perception du monde, puis leur compréhension du monde, puis des valeurs aussi d'égalité. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. On parle souvent de l'école à 3 vitesses, l'école privée, publique et publique à projet particulier. Puis une nouvelle qui a retenu mon attention récemment, au CSSMI, le Centre de services scolaires des Mille-Îles, dans un souci de démocratiser l'accès aux projets pédagogiques particuliers, les PPP, offerts dans les écoles secondaires, mais ils ont décidé d'enlever les tests d'admission, donc de ne plus considérer la note des élèves comme un critère d'admission. Et pour en discuter, je reçois M. Roch-André Malo, DG du CSSMI. M. Malo, bonjour. Bonjour, M. Coccaro. Monsieur Malo, pour arriver à cette décision-là avec votre équipe, vous avez épluché les recherches sur le sujet. Qu'est-ce que disaient les recherches? En fait, je dirais que principalement, là, ce qui initie toute cette réflexion-là, c'est 2 publications du Conseil supérieur de l'éducation là, en 2016 et 2017, dont l'une, une école riche de tous ses élèves. Ça nous a amené à questionner notre modèle qui quand même est implanté au CSSMI là, depuis de nombreuses années. Là, si on va début des années 2000, la naissance des projets particuliers, programmes d'éducation internationale, tranquillement, le sport-études, santé globale. C'est quand même des projets qui ont pris de l'ampleur avec le temps au CSSMI, dans lesquels on sélectionnait nos élèves. Là. La liste n'étant pas exhaustive, là, mais dans laquelle on sélectionnait nos élèves à l'époque, même par des tests d'admission. Donc, on prenait vraiment les plus performants, les regroupait ensemble pour leur offrir des programmes particuliers régionaux qui étaient offerts à l'ensemble de notre clientèle. Quand ça a été publié, on s'est questionné, puis on a dit, et le terme que vous avez utilisé, la démocratisation, on l'utilisait déjà à l'époque, puis en 2018, on a fait des premiers pas. C'est-à-dire qu'on a arrêté complètement les tests d'admission, incluant pour le primaire. On a entendu parler récemment là, de sélection d'élèves de 4 ans, qui ont 4 ans parce qu'ils vont rentrer à l'école à l'âge de 5 ans. Mais on faisait ça à l'origine au CSSMI, mais on a tout arrêté ça en 2018. Et par contre, on a mis des critères, un critère de note. Donc, on était arrivé à ce que nous, on appelait une réussite assurée. Pour avoir accès, donc pour être dans une certaine pige, on parlait d'avoir la note de 74 % et plus dans le passage primaire-secondaire pour avoir accès à certains programmes. Au primaire, on les a enlevés complètement. Donc, on sait ce que c'est le changement pour nos 2 écoles là, qui offraient les programmes
passer d'une clientèle sélectionnée par un test d'admission à une clientèle complètement sélectionnée avec une pige. Le terme sélectionné devient un peu banal. Là. C'est pas une sélection, en fait. C'est ils sont choisis par une pige. On sait ce que c'est, cette transition-là. On a accompagné nos équipes là-dedans. On a accompagné les modifications au niveau de la distribution des ressources aussi. Mais au secondaire, comme je vous disais, on est resté avec un critère de note. Maintenant, on a continué à évoluer. De plus en plus, on entend parler de l'école à 3 vitesses. Le CITREC, le centre... le transfert de la réussite centre de transfert exact de la réussite éducative du Québec, a aussi fait des publications à cet égard. Puis dans le fond, ce que nous, on veut mettre de l'avant, c'est effectivement, quand on parle d'école à 3 vitesses, nous, on en contrôle 2. On en a 2 dans notre réseau. Et ce n'était pas banal. On parle de près de 30 de notre clientèle qui sont au secondaire, là, qui sont dans des programmes régionaux. Et on souhaitait avoir un impact sur la composition de la classe, la mixité scolaire et tout. C'est ce qui a initié les conversations et qui a fait cheminer le projet. Dans certains milieux, je ne sais pas si c'est comme ça dans votre région, mais il y a jusqu'à 25% des élèves au secondaire qui vont au privé. Des fois, c'est plus, des fois, c'est 35-40%. Ce qui fait qu'il reste un bassin de 70-75%. Puis là, il y avait, ce que je comprends, un 25-30% d'élèves qui allaient dans les projets particuliers. Donc, il restait un 40-50% pour la classe ordinaire. C'est quoi l'impact d'une décision comme celle-là sur la classe dite ordinaire quand vient le temps de faire une sélection basée uniquement sur le hasard? En fait, pour nous, l'impact, là, on l'a mesuré, il est documenté sur la clientèle sélectionnée. Pour nous, on parle de 10 à 14% de nos élèves qui s'en vont vers le privé. Okay. J'ajoute, dépendamment des cohortes, puis ça peut évoluer, puis c'est quand même une donnée qui n'est pas nécessairement facile à suivre, là, mais un peu plus de 10% assurément, plus à peu près 30% que nous, on sélectionnait dans nos projets. Donc, il reste 60% de la clientèle. Il y a un pourcentage de la clientèle qui ont des besoins particuliers qui peuvent être en classe spécialisée ou à effectif réduit. Oui. Mais effectivement, la question se pose sur la classe ordinaire, quelle est-elle? Quand je vous nommais avoir un impact sur la composition de la classe, dont on entend beaucoup parler, mais c'est ça qu'on souhaite. Oui. Nécessairement, là, dans le modèle où j'avais un test d'admission, je prenais vraiment les meilleurs élèves, puis je les envoyais dans les programmes, mais j'enlevais vraiment les meilleurs. Quand on a fait un premier pas dans cette démocratisation-là, ben on a dit on va prendre un 30%, mais ce 30%-là, on le prend dans les élèves qui ont une réussite assurée, les 74%. On vient encore de façon significative épurer cette clientèle-là des bons élèves. Et là, en allant vers une pige, tout simplement, si la demande est plus forte que le nombre de places disponibles, ben on va avoir une composition de classe qui, dans les programmes particuliers, sera, à toute fin pratique, sensiblement la même que dans la classe qui est dite régulière. Cela dit, je dois quand même nommer que toute cette démarche-là, elle est bien ancrée dans notre PEVR sur un de nos objectifs dans lequel il y a une cible ministérielle, c'est le développement des PPP dans nos établissements au secondaire. C'est de donner un accès à l'ensemble des élèves qui font le passage primaire-secondaire à différents PPP. Donc, les PPP, programmes particuliers pédagogiques, mais qui, eux, ne sont pas régionaux. Donc, ce sont dans nos écoles de quartier. Donc, à ces élèves-là, autant les programmes régionaux, autant les PPP locaux, écoles de quartier, c'est de permettre à nos élèves de s'engager dans un projet, dans un programme qui l'intéresse. Et la composition de la classe, dans l'ensemble de ces projets-là, qu'ils soient régionaux ou locaux, devrait être la même normalement. Devrait être la même, oui. Ou sensiblement la même. Sans mettre de l'ombre sur la décision, un des critères de sélection, des fois informels, c'est les dollars. C'est ce que ça coûte pour aller à l'école privée ou ce que ça coûte pour les projets particuliers. Qu'en est-il de l'impact financier pour vous, s'il y en a un, par rapport aux frais qui sont parfois ou souvent demandés aux parents pour faire partie des projets particuliers? Vous avez raison. Ça, c'est un bout où là, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent avoir un impact sur le parcours scolaire d'un enfant, l'importance que ses parents vont accorder à l'école, la situation financière.
Il n'est pas vrai qu'on part tous à la même place. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a une portion de ça qu'on peut contrôler, mais on ne contrôle pas tout. Le gouvernement, quand même, le ministère a mis en place des mesures qui nous permettent de soutenir l'inscription des jeunes dans les PPP. Dans le fond, je dis des jeunes, mais soutenir le volet financier, donc pour amoindrir la facture. Et ça, ça va, en tout cas actuellement, là, il n'y a pas d'indicateur que ça va arrêter. C'est une mesure qui est là depuis quelques années, toujours dans la foulée que l'on ait des cibles. C'est dans le plan stratégique du ministère, dans nos plans d'engagement vers la réussite. Il n'y a pas d'indicateur que ça va s'arrêter. Mais bien entendu, si on parle du projet du sport-études, qui lui, on le mélange souvent parce que il y a vraiment un caractère particulier, mais il y a des coûts importants là, aux inscriptions sport-études, mais qui ne sont pas liés à l'école. Le sport-études, il faut le prendre à part parce que c'est une structure scolaire qui est au service du développement d'athlètes de performance. Okay. C'est pas parce que j'aime le hockey que je vais être là, c'est pas parce que j'aime la gymnastique. Ma fédération me considère assez performant pour qu'elle souhaite soutenir mon développement et faire de moi un athlète d'élite. Et moi, j'ai ce goût-là. Donc, il y a une structure scolaire qui est au service du développement des athlètes qui est autre chose. Et là, c'est pour ça que ça coûte plus cher aussi, parce qu'il y a des entraîneurs, de l'équipement, des bâtiments. Exactement. Et ça ressemble à quoi, là, ce qu'on demande aux parents? Puis encore là, je ne veux pas vous mettre sur la sellette négativement. Je pense juste qu'on nomme la situation. Les frais demandés pour les projets particuliers autres que le sport d'élite, que ce soit du théâtre ou je ne sais pas quoi, là, est-ce que c'est de l'ordre de quelques centaines de dollars par année ou ça peut être plus élevé que ça pour faire partie de ces projets-là? Il va y avoir un peu de tout. Okay. Il y en a à quelques centaines de dollars qu'on va couvrir l'ensemble des frais avec les mesures actuelles au niveau ministériel, où on va bonifier avec une contribution parentale. Puis des fois, c'est un peu plus onéreux. Des fois, il y a des options, exemple comme le projet, on a un projet qui est santé globale, où il y a beaucoup de plein air à travers ça. Il y a dans ce programme-là parfois des sorties qui sont facultatives. Il y en a un certain nombre qui sont pour tous et obligatoires à moindre coût. Il y en a d'autres qui sont plus onéreuses, qui vont être évidemment, elles, facultatives. Par contre, dans l'offre de services global des PPP, nous avons des projets, des programmes qui sont à moindre coût ou sans coût. Okay. Donc, notre cible pour 2027, à la rentrée scolaire 2027, qu'on ait plus de 75% de nos élèves et on a vraiment l'impression que ce sera plus. On travaille pour dépasser ça largement. Il y aura des 75% et plus de nos jeunes. Il y aura des programmes accessibles à coût très modeste ou sans coût du tout. Okay. Une des craintes que les parents pourraient avoir quand on enlève les tests d'admission ou la sélection basée sur les notes, c'est qu'on se retrouve justement avec des classes, dans les projets particuliers, avec des élèves en difficulté ou en grande difficulté. Il y a des parents qui aimeraient des fois que leurs enfants se retrouvent toujours avec la crème de la crème, je le mets entre guillemets, là, mais avec des élèves forts dans des classes qui vont bien. Vous dites quoi à ces parents-là qui ont cette inquiétude-là d'avoir peut-être une plus grande mixité dans ces programmes-là? En fait, le premier élément, là, c'est que ce que la recherche démontre, c'est que tous les élèves forts, là, ils vont réussir, peu importe ils sont où. Ces enfants-là vont progresser dans la société, à l'intérieur du groupe qu'on va leur offrir. Par contre, on vient tirer vers le haut les élèves qui ont des défis, qui ont des besoins, et c'est ce gain-là qu'il faut observer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il est aussi reconnu que l'élève fort aussi a avantage dans son parcours scolaire à côtoyer autour de lui un reflet de la société. Et ce reflet de la société-là, il va le côtoyer dans une classe qui est non écrémée, pour utiliser le vocabulaire, dans une classe dite régulière avec des élèves qui ont des besoins différents, qu'on va soutenir, mais on va pouvoir aussi soutenir les élèves plus performants. La classe régulière, quand on parle de la composition de la classe, il ne faut pas voir la classe régulière qu'on va avoir dans 3, 4, 5 ans comme la classe régulière que l'on a aujourd'hui. Nous aurons un impact sur cette composition de classe-là et nous sommes convaincus que c'est ce qui va favoriser la réussite d'un plus grand nombre d'élèves. Ouais. Avez-vous l'impression que la réussite des jeunes avec des difficultés, des troubles d'apprentissage va être aussi favorisée dans ce système-là? Parce que dans l'article, vous le mentionnez aussi,
souvent, on réservait les programmes particuliers aux élèves déjà bons à l'école, déjà, entre guillemets, motivés. Mais les jeunes qui ont des difficultés, des troubles d'apprentissage, eux, passent souvent un parcours scolaire de démotivation scolaire. Et l'accès à ces programmes-là devient souvent un moteur, justement, qui leur permet de rester accrochés à l'école et de viser la réussite. Êtes-vous capable d'évaluer l'impact que ça pourrait avoir sur la diplomation des jeunes EHDA dans votre réseau? On ne peut pas le mesurer pour le moment. On va éventuellement le mesurer. Je nommais déjà nos premières cohortes qui vont rentrer là, dans nos PPP en n'ayant pas passé par une sélection sur la base des résultats scolaires. Ouais. C'est 2027. Donc, leur sortie est prévue en 2032. Okay? Donc, c'est pas tout de suite qu'on va pouvoir le mesurer. Par contre, on est convaincu, et c'est ce que la recherche démontre, c'est que les élèves qui vont en bénéficier le plus, il est vrai de penser que ce sont des élèves qui ont des besoins particuliers. Maintenant, puis je dis besoins particuliers, là, puis faut pas non plus penser que c'est nos élèves qui ont nécessairement les plus grands besoins. Parlons des élèves du régulier qui sont peut-être moins performants que d'autres. Ouais. Ça, c'est un élément, mais le volet de la motivation, d'avoir accès à toutes sortes de projets, en est un élément qui est positif. Que ce soit dans un programme local ou dans un programme régional, à partir du moment où j'ai cette mixité scolaire-là dans l'ensemble de mes PPP, ben, les élèves ont accès à toutes sortes de profils, de parcours qui est de plus en plus intéressant pour eux. Oui. Puis comme directeur d'établissement à l'époque, comme gestionnaire dans le réseau, ça fait 20 ans qu'on me pose la question d'amis et collègues. Ouais, mon garçon s'en va au secondaire, ma fille s'en va au secondaire. Qu'est-ce que tu recommandes, Roch-André, tu sais? Puis je leur dis toujours quelque chose qui va l'intéresser. Ouais. C'est ça qui est le plus important. Et que si ton garçon, ta fille a un intérêt pour l'école, ben il va avoir le goût d'y aller à l'école, puis il va faire ce qu'il faut pour rester dans son programme, puis ça sera pas difficile pour lui. À la base, c'est ce qu'on souhaite en développant les PPP, de donner et de maintenir cet intérêt-là pour l'école au niveau de nos jeunes, pour nos élèves performants et nos élèves moins performants. La dernière question, M. Malo, un changement comme ça, c'est un gros changement. Vous l'avez vécu pour le primaire en 2018, comme vous disiez. Ça implique des milliers de vos employés, enseignants, orthopédagogues, direction, etc. Quelle a été la réaction principale que vous avez reçue suite à cette annonce-là et à cette décision-là que vous avez prise au CSSMI? En fait, je dois quand même nommer que ça a été tout un processus de consultation qui a cheminé. Bien entendu, il y a des voix qui s'élèvent qui ne sont pas en accord avec ça. Principalement, ce qu'on a reçu, c'est de la part de membres du personnel, enseignants qui seront directement touchés par ça, donc qui œuvrent actuellement auprès des clientèles sélectionnées. On a tenu une audience publique pour certaines consultations. On en a profité, on a accueilli tous les commentaires à cet effet-là. Ils ont des préoccupations qui sont tout à fait légitimes, qui sont normales. Le pas qu'il faut faire, c'est de ne pas se placer dans une posture où on va souhaiter faire exactement la même chose, de la même manière qu'on le faisait par les années passées. On le sait que ça va prendre de l'accompagnement. On le sait que ça va nécessiter une redistribution de nos ressources. Il est normal que nos ressources, on les distribue en fonction des besoins actuellement. Donc, il y a moins de besoins là où j'ai une clientèle qui est sélectionnée. Ouais. Et on l'a fait au primaire. À mesure que notre clientèle a rentré au primaire, a vieilli, on a arrimé nos ressources. On n'en a pas plus à la fin, mais on la redistribue différemment. Nos services éducatifs sont déjà prêts. Ils sont à élaborer puis à finaliser les plans d'accompagnement des équipes. Et on est convaincu que cette transition-là va se passer de façon harmonieuse. Monsieur Malo, oui, ça a suscité des réactions et on va quand même accompagner nos gens là-dedans. Mais comme vous le dites, hein, comme tout changement aussi, il y a des questionnements sains qui sont faits à l'interne qui permettent aussi des fois d'avoir des ajustements sur des réalités qu'on avait peut-être moins évaluées. Mais dans tous les cas, vous semblez bien organisé. Je veux vous dire bravo pour cette initiative-là. On va la suivre de près au balado cette semaine à l'école. J'ai hâte de voir les résultats. Et quand vous aurez des statistiques concrètes, je vais vous réinviter aussi pour qu'on puisse partager ça avec notre auditoire. Ça me fera plaisir, M. Coccaro. Monsieur Malo, DG du CSSMI, merci énormément d'avoir été là. Ça fait plaisir.
Voilà, c'est tout pour cette semaine à l'école. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci de continuer à partager les extraits vidéo ou audio du balado sur vos différents réseaux sociaux. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye tout le monde.